On passe maintenant à la troisième présentation. Il s'agit de Claude Rohrabacher. Et cette personne est présentement étudiante en 4e année de doctorat en physique. Je sens comme une espèce de récurrence de similitude dans la présentation de ce soir. Donc, 4e année de doctorat en physique et se spécialise dans l'étude des qubits et des spins dans le silicium. Sa présentation va nous parler des transistors ou de comment il a appris l'art de piéger les électrons. Donc, merci de l'accueillir chaleureusement. Super. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technologie, d'un objet avec lequel vous avez tous déjà été en contact. Vous l'avez dans vos poches, vous l'avez dans vos ordinateurs, vous l'avez dans vos machines à laver. C'est une invention qui réside un peu au panthéon des meilleures innovations de l'humanité, avec la pénicilline, la machine à vapeur ou le beurre salé. Je veux bien entendu parler du transistor. Les Bretons se reconnaîtront. Je veux bien entendu parler du transistor, ou comment j'ai appris l'art de piéger les électrons. Donc, dans cette présentation, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'est-ce que c'est qu'un transistor, comment ça fonctionne, comment ça a permis la révolution informatique qu'on connaît et qu'on utilise aujourd'hui tous les jours, et comment est-ce qu'on pourrait espérer peut-être les utiliser pour fabriquer des ordinateurs quantiques. Donc, c'est parfait parce que Renato a parlé à quoi pouvait servir un ordinateur quantique, et moi, je vais vous montrer comment on pourrait peut-être en fabriquer un. Donc, j'ai bien dit peut-être. Donc, d'abord, c'est quoi un transistor ? Un transistor, c'est très simple, c'est une switch. Donc je pourrais arrêter mon talk là, mais il a fallu que je meuble parce qu'on m'a dit que j'avais 12 minutes. Donc un transistor, c'est tout simplement une switch on ou off. Puis on va essayer de voir comment ça fonctionne. On va faire un espèce d'exercice de pensée. Imaginez que au Québec, vous avez beaucoup d'eau, puis vous avez beaucoup de barrages, donc ça va être facile pour vous. Imaginez qu'on ait une rivière avec un barrage ici, puis on a une porte, une grille sur notre barrage qu'on a fermée. Puis que je décide de mesurer l'eau qui coule sur mon barrage. Puis là, l'eau coule pas. Puis sur cette grille, un peu comme dans tous les barrages, je peux la modifier, je peux la bouger, et d'un seul coup, l'eau coule. Puis là, je peux décider que, je décide que si je vois pas l'eau couler, j'appelle ça un 0, puis si je vois l'eau couler, j'appelle ça un 1. Puis ça, effectivement, c'est une switch on ou off, 0 ou 1. Puis ça, c'est un bit. Ça, c'est l'unité d'information de base que vous avez dans vos ordinateurs. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'un point de vue théorique qui vous empêche de fabriquer un ordinateur avec des barrages et de l'eau. Le problème que vous aurez, c'est que votre MacBook Pro, il ferait la taille du Yukon. Puis on est quand même assez tous d'accord pour dire que c'est pas pratique. Ça ferait compliqué pour regarder Netflix. Mais comment est-ce qu'on fait ça plus petit pour faire des calculs ? Parce que si j'en mets plein des 0 et des 1 comme ça dans un circuit un peu complexe, je peux faire des calculs. Pour ça, on a des matériaux qui sont absolument formidables, qui s'appellent les semi-conducteurs. On peut classifier les matériaux un peu en fonction de leur capacité à conduire le courant. Donc vous savez, les métaux, c'est des conducteurs, ça conduit bien l'électricité. C'est pour ça que nos câbles sont en cuivre, par exemple, nos câbles électriques. Et les isolants, c'est des matériaux qui conduisent pas du tout bien l'électricité, comme le cuir de nos chaussures, par exemple. Puis c'est ça qui fait qu'on ne prend pas des coups de jus tout le temps. Il y a des classes de matériaux qui s'appellent les semi-conducteurs. Ici, vous voyez du silicium, magnifique, qui est à la base de la microélectronique moderne. Les semi-conducteurs, c'est des matériaux qu'on va pouvoir venir modifier, soit en leur ajoutant des impuretés, soit en leur apportant un peu d'énergie. Je vais mettre comme ça. On va pouvoir les modifier pour venir changer leurs propriétés à conduire le courant, tout simplement. Donc on peut soit choisir qu'ils soient des isolants, soit choisir qu'ils soient des conducteurs. Donc maintenant, on va faire exactement comme ce que je vous ai dit avec le barrage, sauf que cette fois, au lieu de mesurer de l'eau qui coule, je vais mesurer du courant, je vais mesurer de l'électricité. Puis qu'est-ce que c'est du courant ? C'est juste des électrons qui se déplacent. Donc imaginez que j'ai ici en mes petites boules rouges, là c'est des électrons, puis ils veulent se déplacer, ils veulent partir. Mais là mon semi-conducteur entre mes deux bornes métalliques ici, il est isolant si je le touche pas. Enfin que les électrons ils sont coincés, le courant circule pas. Mais maintenant, un peu comme avec mon barrage, j'ai une grille. Puis cette grille, au lieu de la déplacer, je vais juste lui appliquer un voltage, je vais lui donner de l'énergie, je vais lui appliquer une tension. Puis si je fais ça, d'un seul coup mon semi-conducteur, il devient conducteur. Puis là, les électrons, ils bougent. Enfin que là, vous êtes capable de mesurer un courant électrique dans votre dispositif. Puis maintenant, exactement comme avec le barrage, vous pouvez dire que si j'ai pas de courant, j'appelle ça un 0. Puis si j'ai du courant, j'appelle ça un 1. Puis félicitations, vous venez d'avoir un bit. Puis ça, c'est un transistor. C'est l'élément de base le plus petit qu'il y a dans vos ordinateurs. C'est vraiment ce qui fait vos calculs. Puis ce que j'aimerais que vous reteniez un peu avec là-dessus, qu'est-ce qui fait que cette invention, en fait, elle est absolument fantastique ? C'est que contrairement au barrage, là, vous venez d'inventer une switch qui n'a aucune partie mécanique qui se déplace.
Contrairement au barrage où je devais lever la grille, là, je bouge rien. Et ensuite, les propriétés de votre switch, elles dépendent uniquement des propriétés de votre matériau. Donc si vous êtes capable de contrôler votre matériau, c'est génial, vous êtes capable, il n'y a aucune limite à quel point vous êtes capable de fabriquer ce composant petit. Puis c'est ce qu'on a fait dans la réalité. Le premier transistor, il a été inventé en 1947 dans les laboratoires de Bell. Ça leur a valu un prix Nobel d'ailleurs. Puis ça faisait, c'était gros, là, ça faisait à peu près la taille d'une tasse. Puis aujourd'hui, en 2017, pour ceux qui ont des ordi assez puissants puis qui ont les derniers processeurs d'Intel i9, vous avez 2,9 milliards de transistors dans une puce qui fait à peu près 1 cm par 1 cm. Puis ça, c'est à peine 10 fois moins d'argent que ce qu'a Jeff Bezos. Puis c'est vraiment beaucoup de transistors pour une si petite surface et vraiment beaucoup trop d'argent pour une seule personne. Puis pour que vous compreniez un peu à quel point c'est impressionnant et à quel point c'est probablement un des domaines technologiques qui a avancé le plus rapidement possible, il est temps de prendre un peu de recul puis de réfléchir un peu en question d'échelle, parce que quand on parle de microélectronique, la taille, ça compte. Puis si on regarde à peu près à l'échelle du mètre, il y a les êtres humains. Là. Si on regarde entre Alexis ou moi, il y a une échelle de différence, mais on peut grosso modo dire qu'il y a à peu près du mètre. Si on va à peu près 1000 fois plus petit, dans l'ordre du millimètre et un peu en dessous, on a les acariens. Si on réduit encore 1 million de fois plus petit, dans l'ordre du micron, là on a des bactéries. Puis si on va 1 milliard de fois plus petit, dans l'ordre de la dizaine de nanomètres jusqu'à la centaine de nanomètres à peu près, là on a la taille des virus. Puis si on décide d'aller encore plus loin, à peu près 0,1 nanomètre, on a la taille des atomes. Fait que là, à votre avis, ils sont où les transistors là-dessus? En termes de dimension, de capacité, de miniaturisation qu'on a réussi, ils sont là. Fait qu'aujourd'hui, ça c'est des transistors de IBM. Puis si je mettais un virus sur cette image, il prendrait presque toute la place. Donc c'est vous rendre compte à quel point on est capable, non seulement on est capable de fabriquer des dispositifs aussi petits, mais on est capable de les fabriquer en des milliards de quantités avec une énorme reproductibilité, suffisamment pour que votre ordi fonctionne. Mais le problème, c'est que on arrive un peu au bout de la course. Pourquoi? Parce que maintenant nos transistors ils font quelques dizaines, voire quelques centaines, voire quelques dizaines d'atomes de long. Puis miniaturiser, ça devient vraiment compliqué maintenant. On arrive aux limites de ce qu'on est capable de faire, et surtout, on arrive à des dimensions où les lois de la physique quantique commencent à arriver et commencent à prendre le dessus. Puis c'est la physique quantique, quand on veut fabriquer des transistors, ça nous gêne plus qu'autre chose. Puis ça rend la fabrication plus compliquée. Donc pendant longtemps, les gens ont dit que c'est un peu la fin des transistors, on n'arrivera plus à aller toujours plus loin. Puis est-ce que ça c'est vrai? La réponse c'est non, parce que sinon j'aurais pas de thèse. Puis là je vais vous l'expliquer pourquoi. C'est que maintenant en fait les transistors ils sont tellement petits que au lieu de faire une rivière comme je vous ai expliqué tantôt, je vais essayer de faire un lac, puis je vais essayer de piéger des électrons. Puis ça c'est ce que je fais dans ma thèse, ça c'est une vraie figure de mon manuscrit de thèse que je suis en train d'écrire en ce moment. Donc je vais juste pimper un peu mon transistor, je vais le modifier légèrement pour au lieu de faire une rivière, je vais faire un lac, puis maintenant il est tellement petit que je suis capable de piéger un seul électron. Puis ce que je fais dans ma thèse de tous les jours, c'est littéralement ça. Je mets des transistors dans des frigos, comme vous avez expliqué Souhait, et je piège des électrons. Puis pourquoi je fais ça? Déjà parce que c'est cool, quand même. Et ensuite, c'est parce que les électrons, c'est des particules, elles ont des propriétés sympas, comme elles ont une charge, elles ont une masse, mais elles ont une autre propriété intrinsèque qui s'appelle le spin. Donc le spin, c'est vraiment une propriété intrinsèque des particules. C'est difficile à se visualiser comme ça, mais vous pouvez imaginer ça comme un aimant qui pointe dans une direction, comme une boussole. Puis dans le cadre d'un électron, cet aimant, il peut pointer vers le haut ou il peut pointer vers le bas. Puis je sais que Lucas va vous en parler également. Donc là, vous me dites, wesh Claude, c'est une arnaque ton truc, tout ce que tu as fait, c'est un transistor avec un seul électron. C'est stylé, mais ça sert à rien. C'est vrai que c'est stylé, mais c'est vrai que ça sert à rien. Sauf que le spin, c'est une propriété quantique. Et avec ça, il a des propriétés qui viennent avec. Notamment, comme l'a dit Renato, c'est vraiment bien, parce que ça suit super bien ce soir, il peut être en état de superposition. Donc il peut être à la fois un 0, à la fois un 1, comme le chat de Schrödinger, qui peut être à la fois vivant et à la fois mort. Et là, vous avez un qubit. Puis pour vous expliquer à quel point c'est impressionnant, puis c'est cool un qubit, c'est que vous pouvez calculer de l'information avec, puis comme l'a dit Renato, si vous avez un qubit, c'est équivalent à peu près avoir 2 bits classiques. Si vous en avez 4, si vous en avez 3, c'est équivalent à avoir à peu près 8 bits classiques. Puis si vous en avez 300, c'est équivalent à avoir 1 10 puissance 31, donc 1 avec 31 zéros derrière, bits classiques.
Donc c'est l'équivalent à avoir autant de bits qu'il y a d'atomes dans l'univers. Et donc ça, évidemment, je vous mens un peu, parce que ça, c'est uniquement si les qubits ils sont parfaits, puis ils le sont pas, ils sont loin d'être parfaits, mais ils seront jamais parfaits, et on sait que dans la pratique, pour faire un ordinateur quantique, on en aura besoin de beaucoup plus que ça. Mais là, je viens de vous montrer avec mon spin que je peux fabriquer un qubit tout petit, avec des technologies de microfabrication qui sont déjà éprouvées, qui fabriquent déjà des ordinateurs. Donc si un jour j'arrive à fabriquer un qubit avec ça, eh ben, y a rien qui m'empêche d'en fabriquer 1 milliard. Puis ça permet de rêver à quelque chose, ça permet à rêver à l'ordinateur quantique en silicium. Puis donc d'avoir un ordinateur qui, au lieu de fonctionner avec des bits, fonctionne avec des transistors dans lesquels il y a des qubits. Donc comme l'a dit Renato, ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir en pharmacologie pour essayer de calculer des nouveaux médicaments, puis essayer de comprendre comment des molécules fonctionnent. Ça peut servir en cryptographie, puis ça peut servir en sciences des matériaux. Puis pour revenir à une question qui a été posée tantôt, ça remplacera jamais votre ordinateur normal. C'est pas comparable. C'est uniquement beaucoup plus puissant pour certains types de calculs. Donc vous aurez toujours votre laptop. Mais pour certains types de calculs, ben, ça permet à rêver à des calculs qu'on n'est juste pas capable de faire aujourd'hui. Puis les qubits de spin, ça sert pas que aux ordinateurs quantiques, parce qu'on en parle beaucoup, puis des fois c'est énervant. Mais ça sert aussi à plein de choses. C'est une excellente sonde en fait à venir comprendre la matière et donc à comprendre les lois fondamentales de notre univers. Notamment, on peut s'en servir pour comprendre ce que c'est que le chaos quantique, ce qui sert à rien, mais ça nous permet de savoir un peu plus sur l'univers dans lequel on vit. Puis ça, je trouve ça cool. Donc ça, c'était ma présentation. Puis j'aimerais vous dire juste une chose. Ça, c'est mon lab, puis mon équipe, parce qu'on travaille pas tout seul. Il y en a qui sont là aujourd'hui d'ailleurs. C'est que ma recherche, elle est financée par vos impôts pour ceux qui en payent. Donc, si vous voulez, ceux qui en payent pas se reconnaissent. Donc, si vous voulez, en fait, si vous voulez visiter le lab, comme ma recherche elle est financée par vos impôts, il n'y a rien formellement qui vous empêche à faire ça. Donc, si vous voulez un jour visiter le lab, voir les frigos dont vous a parlé Souleya, ben, vous avez juste à me contacter et ça se fait. Voilà. Une question? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, je me demandais, un bit en français, est-ce que c'est autre chose? Non, c'est le même mot. C'est pas octet? Non, un octet, c'est 8 bits. Ah, OK. Ouais. Donc, ma joke fonctionne pas. Ça serait pas qubit et en français coq pour cocktail. Ah, pas mal. J'y ai jamais pensé. Bonsoir, je suis probablement pas le meilleur payeur d'impôts pour votre travail, mais et très néophyte en question de quantique. Mais j'ai une question à savoir, j'écoute depuis tantôt vos deux prédécesseurs qui étaient excellents. Quelles sont les unités de mesure qui vous permettent d'aller, de quantifier et de mesurer toute cette évolution ou toute cette... je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai une idée. Alors, là, ce qui est dur, par exemple, c'est que moi, ce que je mesure, c'est un électron. Enfin, c'est ça qui rend ma job difficile, en fait. C'est que quand vous mesurez du courant, vous en mesurez un nombre incalculable, puis moi, il faut que j'en mesure un. Donc, en fait, la superposition, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, les choses sont dans deux états en même temps, mais nous, quand on mesure un des deux états. Donc faut comprendre que c'est quand même un processus qui est nécessairement statistique. En fait, on vient le faire plein de fois, puis c'est comme ça qu'on comprend qu'il est dans deux états en même temps. C'est un peu compliqué, même pour nous, encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué à se figurer l'ampleur de la superposition, parce que quand on le mesure, je mesure pas 0 et 1 en même temps, je mesure 0 ou 1. Mais moi, ce que je mesure, c'est dans le fond, c'est littéralement un électron qui se déplace. Et vous en faites pas une généralité, mais vous en faites par la suite une équation qui va... Exact, ouais. Oui? OK. Ben, en tout cas, je vais me coucher moins niaiseux, merci. Salut. Moi non plus, je paye pas de taxes. Je suis encore pauvre. Moi non plus, hein, donc... Ouais, c'est ça. Je suis comme toi, je suis en 4e année de doc, puis je travaille beaucoup avec les transistors, puis on soumet des circuits intégrés. Puis ma question, c'est comment tu mesures qu'il y a un électron entre les drains et la source du transistor?
Moi, ça me fascine, si tu me dis une réponse. Alors, il y a deux manières. Soit tu peux vraiment... je suis désolé, je vais rentrer dans le jargon, là. Je m'excuse pour les autres. Soit tu peux... en fait, si tu filtres correctement là, et que tu amplifies correctement, tu es capable de mesurer le transport d'un électron, mais ça, c'est compliqué. En fait, ce qu'on vient faire, et c'est complètement de la triche, ça, ce que je vous ai montré, c'est pas mon qubit, c'est mon détecteur de charge. En gros, tu viens créer une autre boîte quantique à côté dans laquelle il y a un seul électron. Enfin, il y a plusieurs électrons, puis elles sont couplées. Et elles sont couplées capacitivement. Donc, s'il y a un électron qui se déplace de ton dot, bah, ça vient changer ta conduction. Enfin, c'est juste, tu trouves des moyens de venir prober en amplifiant ton signal vraiment fort. Mais c'est pour ça que ça fait 4 ans que je galère. Grosso modo. Ça marche, hein. Je veux pas faire genre ça marche pas. Ça marche. Mais ça fait 4 ans que je galère. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le quantum entanglement? Non, pas vraiment. Il n'y a pas d'intrication quantique, c'est vraiment juste, ils sont couplés, puis si tu as un détecteur à côté qui est capable de voir qu'il y a une charge qui se déplace, ça suffit. Nice, super, je vais pouvoir dormir ce soir, merci beaucoup. Mais si tu veux, on peut en discuter après, il n'y a pas de souci.